vis-à-vis donc de la presse privée, c'est une question qui préoccupe le gouvernement au plus haut point. Lorsque j'en ai été avisé, j'ai tenu une réunion ici, une réunion technique ici avec les représentants de la presse privée et les représentants du gouvernement. Madame la ministre était absente, il y avait la ministre déléguée au budget qui était là. J'ai donné des instructions fermes pour que ça se soit appuyé rapidement. Donc, politiquement, le gouvernement considère que la survie de la presse privée est un enjeu de démocratie, est un enjeu de vitalité de notre société civile et de notre démocratie, de la liberté de la presse. C'est pourquoi j'ai donné des instructions fermes, j'ai dit même 2 semaines. Et le ministre chargé, le ministre délégué au budget a pris les mesures. Elle a contacté tous les ministères concernés pour leur demander de faire le point, ministère par ministère, des sommes dues vis-à-vis de la presse privée. Alors, le problème qui se posait, c'est que il y a eu plusieurs difficultés. Essentiellement, on s'est aperçu qu'en réalité, beaucoup de ces dettes-là n'étaient pas documentées. Il n'y avait pas de documents qui permettaient à... Vous savez, l'État ne peut pas dépenser de l'argent de manière un peu... Voilà, il faut qu'il y ait des procédures pour engager une dépense. Mais pour que ces procédures pour engager une dépense puissent se faire, il faut que les documents requis soient disponibles. Et ce n'est pas le cas, très souvent. Alors, j'ai quand même dit qu'il faut tout faire. Il faut tout faire pour essayer de reconstituer autant que faire se peut le document nécessaire pour pouvoir payer. C'était important. Donc, le ministre s'est efforcé de pouvoir faire cela en rapport avec les ministères sectoriels et puis les prestataires concernés. Très souvent, on s'est rendu compte que vous savez, nos relations avec la presse, c'est que souvent, on agit dans l'urgence. Lorsque nous avons une activité, nous convoquons la presse, ou la presse vient d'elle-même souvent, et après les factures tombent, souvent ce n'est pas documenté, il n'y a pas de contrat. Alors, ça a posé quelques difficultés. Mais le gouvernement a dit quand même qu'il fallait régulariser cette situation-là. Dès qu'il y a eu une prestation qui a été fournie à l'administration, il faut trouver les moyens donc, de matérialiser cela et permettre donc à l'administration de payer sa dette. C'est l'instruction que j'ai donnée. Tous les dossiers qui étaient documentés ont été payés. Maintenant, nous sommes dans cette phase-là de reconstitution de dossiers qui nous permettront de payer les dossiers non documentés. Et c'est ce que nous faisons de manière... J'ai demandé au ministre, lors du dernier conseil des ministres, de faire le point. Et elle a fait le point devant tout le conseil des ministres sur la situation. Et j'ai réitéré mes instructions pour accélérer le processus donc, de règlement donc, de ces dettes-là. C'est un dossier que je suis de très près. Alors, s'agissant de la sécurité, vous dites que vous ne m'entendez pas sur la question, mais pourtant je suis le dossier. Et c'est vrai que les derniers événements de Thialgo nous ont tous révoltés. Les images que nous avons vues sont insoutenables. Ce qui s'est passé là-bas est inadmissible. Alors, ce sont des faits que nous condamnons et c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances aux familles éplorées dans cette affaire. Mais ce que je veux dire sur le fond, c'est que les coléraux, ces groupes d'autodéfense, ne sont pas nés de la génération spontanée. Vous savez, dans notre pays, si l'État avait eu les moyens de recruter suffisamment de forces de défense et de sécurité, et à ce moment-là, je pense que ces unités de défense n'auraient pas connu le développement et la prospérité qu'ils ont connu dans notre pays. C'est parce qu'il y a eu un espace, c'est parce qu'il y a eu un besoin du fait donc, oui, des difficultés que l'État a éprouvées pour recruter suffisamment de forces de défense et de sécurité, que les forces de défense et de sécurité, les collaborateurs sont nés. Alors, ce qu'il faut faire, il y a 2 types de réponses. Le premier type de réponse, c'est de dire c'est intolérable, ce n'est pas acceptable, il faut les attaquer. Est-ce que c'est responsable? Je ne pense pas. La politique du gouvernement, c'est de dire c'est une réalité. Il faut essayer d'encadrer, il faut essayer de développer une politique sécuritaire en recrutant le maximum d'agents de police, de CRS, des militaires, des gendarmes, pour pouvoir assurer
la force légitime qui est détenue par l'État républicain. Maintenant, en attendant, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est lorsqu'il y a des entraves à la loi, lorsqu'il y a, par exemple, des violations de la loi, par qui que ce soit. Là, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur et des sanctions doivent être prises. Des personnes qui seront coupables, en tout cas de malversations, de sévices corporels, etc., devront être arrêtés et punis selon les dispositions en vigueur par la loi, quelles qu'elles soient donc des forces d'autodéfense ou pas. Et c'est ça donc la ligne de conduite du gouvernement. C'est Tsenia Mahamadi, des éditions Sidoya. Premièrement, est-ce que Monsieur le Premier ministre peut nous donner une estimation chiffrée de ce qu'a coûté la satisfaction des revendications sociales jusqu'à maintenant? Et l'autre aspect porte sur l'hôpital du district de Bogodogo. Il avait été conçu au départ comme le premier pôle hospitalier de Yalagado, où certaines spécialités devraient être transférées. À l'arrivée, c'est un hôpital à part qui n'a pratiquement rien à voir avec Yalagado. Alors, qu'est-ce qui a prévalu à ce changement de destination? Et puis, est-ce que cette décision a été vraiment mûrie au regard des problèmes qui se posent à Yalagado et que vous avez du reste constaté la dernière fois? Merci. Bon, les revendications sociales, comme je l'ai dit, elles ont commencé avec l'arrivée du gouvernement en fonction, avec l'application du statut de magistrat. Donc, l'opérationnalisation du statut de magistrat a coûté des sommes assez conséquentes donc, au niveau de l'État. Il y a eu ensuite la loi 081 qu'il a fallu donc opérationnaliser, et le reversement donc des agents de la fonction publique dans la loi 081 est quasiment achevé au 31 décembre 1996 sur un peu moins de 140 000 fonctionnaires à régulariser. Nous étions à peu près 131 000, soit un taux de près de 95% de reversement, ce qui était satisfaisant. Ensuite, il y a eu, bien entendu, toutes les revendications sociales au niveau des enseignants du supérieur. Ensuite, c'était, après les enseignants du supérieur, c'était le SINA-GRH. Après eux, il y avait également, oui, il y a eu bien sûr le SINAFI, le SNAI, le SATB, etc. Alors, j'avoue que nous sommes dans un processus d'évaluation financière de toutes ces incidences financières et toutes ces revendications sociales. Je n'ai pas un chiffre définitif. Ce que je sais simplement, c'est que l'incidence sur la masse salariale par rapport aux prévisions budgétaires, l'impact est considérable. Ce qui avait été prévu dans le budget gestion 2017, nous sommes déjà en dépassement conséquent à cause donc de tous la satisfaction de tous ces mouvements. Et nous sommes en négociation avec le Fonds monétaire international pour essayer donc de donner des gages sur la capacité du gouvernement à maîtriser donc l'évolution de la masse salariale, qui, comme je l'ai dit, est un indicateur de gestion qu'il faut surveiller. Parce que si la masse salariale augmente plus vite que les recettes fiscales, ça pose un problème d'équilibre macroéconomique. Or, c'est le cas. Tout le monde sait que au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il y a une règle qui dit que le rapport entre la masse salariale et les recettes fiscales ne doit pas dépasser 35%. Le Burkina Faso, nous sommes autour de presque 50%. Donc c'est ça qui nous interpelle en tant que gouvernement. Et nous veillons donc à faire en sorte que, nous veillerons également à le faire, à faire en sorte que, en tout cas, nous ayons atteint un plafond et que progressivement, une décrue puisse s'opérer. Cela suppose qu'il y ait un dialogue responsable avec les syndicats, un dialogue fondé vraiment sur la responsabilité et la confiance. Et pour que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas produit.
Alors, dans un pays, pour que l'économie conserve sa compétitivité, il faut absolument qu'il y ait un équilibre entre ce qu'on distribue et ce qu'on produit et ce qu'on conserve pour investir. Alors, c'est cela. C'est pourquoi je pense que le gouvernement envisage, d'ici la fin de l'année, organiser une sorte de forum, de réunion avec tous les acteurs, aussi bien les secteurs privés que les organisations syndicales, pour réfléchir sur la question donc, des rémunérations salariales au niveau de la fonction publique. Aussi bien les traitements indiciaires, les traitements indemnitaires, que bien entendu toutes les autres formes qui sont les fonds communs, pour trouver une solution équilibrée et responsable. Parce que la façon dont nous traitons la question aujourd'hui peut créer des difficultés. D'abord, comme je l'ai dit, au niveau donc, du cadrage macroéconomique du pays, mais également, ça peut poser également même des problèmes de compétitivité de notre économie nationale. Comme je l'ai dit, il doit y avoir des principes de partage de la valeur ajoutée. La richesse d'un pays se mesure à travers l'accroissement de la valeur ajoutée d'une année à l'autre. La question, c'est de savoir quelle est la part de cette valeur ajoutée qui est affectée à la consommation et au salaire, et quelle est la part de cette valeur ajoutée qui est affectée à l'investissement public, à l'investissement pour augmenter donc, la richesse nationale. C'est ça la question. Si on distribue toute la valeur ajoutée, ça veut dire qu'on s'assoit et on n'avance plus. Alors, il faut qu'on ait un dialogue serein, un dialogue apaisé, un dialogue responsable entre partenaires sociaux, syndicats, gouvernements, secteur privé, pour trouver des critères et des bases objectives pour l'évolution donc des avantages salariaux et autres avantages donc qui sont donc oui qui sont légitimes, mais qui doivent respecter également la viabilité financière donc de l'État, qui est un principe sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Alors, l'hôpital de district du secteur 30, c'est un hôpital, vous l'avez dit, qui a été conçu pour fonctionner un peu en harmonie avec l'hôpital Yalagado. Mais ce qui est à saluer, c'est que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, la mise en œuvre de cet hôpital connaissait des difficultés. Les travaux connaissaient également des retards importants. Et il y avait également, au niveau même du corps des médecins, il y avait des divergences d'approche sur la façon donc d'utiliser cet hôpital-là. Mais je pense que sous l'impulsion de mon gouvernement, ces problèmes ont été résolus. L'hôpital du secteur 30 a ouvert ses portes effectivement en mars 2017 et ça a permis donc de désengorger l'hôpital Yalagado. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Maintenant, si nous entrons dans les querelles entre les corporations donc des médecins, je pense qu'on va s'y perdre. Vous n'êtes pas médecin, je ne suis pas médecin. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que le Burkinabé puisse aller à l'hôpital du secteur 30 et se faire soigner de manière appropriée. L'hôpital du secteur 30 ayant ouvert ses portes, ça fait donc une infrastructure sanitaire de plus pour notre pays. Maintenant, vous avez raison, l'hôpital Yalagado, lorsque j'ai eu la chance de le visiter la dernière fois, j'avoue que ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé compte tenu de ce que j'ai vu là-bas. J'ai vu des hommes et des femmes qui sont des braves, des travailleurs, je crois qu'il y a à peu près un peu moins de 1300 personnels de santé qui travaillent dans cet hôpital. Et j'ai vu des hommes et des femmes qui travaillent à abnégation contre la mort, contre la souffrance, dans des conditions difficiles. Un hôpital avec des infrastructures totalement vétustes, avec également un manque d'infrastructures de travail. J'avoue que c'est difficile à regarder. Je constatais également qu'il y avait une panne au niveau d'un appareil qu'ils appellent techniquement un scanner. Le scanner était en panne. Le budget pour remettre cet appareil en fonctionnement est assez élevé. Je crois que c'est tourne autour de 180 millions. Il était en panne, ça doit faire maintenant un mois. J'ai donné des instructions au ministre en charge de la Santé afin qu'il prenne des dispositions pour acquérir rapidement la pièce manquante, car cet appareil est vital pour établir les diagnostics au niveau de l'hôpital. Deuxième chose, c'est au niveau de la sécurité. C'était l'une des raisons pour lesquelles le personnel était parti en grève. Nous avons également donné des instructions
afin que des solutions soient trouvées pour assurer la sécurité du personnel. Donc, je pense que la sérénité et la paix sont revenues à l'hôpital Delgado, mais la question de fond, c'est comment est-ce qu'on nous entrevoyons le positionnement de cet hôpital-là dans notre dispositif. Et sur cela, nous sommes en train de réfléchir avec le ministre pour trouver la meilleure solution. Il est clair que l'hôpital Delgado ne peut pas rester dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. C'est notre hôpital national de référence, et un hôpital de référence doit quand même vraiment être une référence, aussi bien sur le plan de la qualité des soins, aussi bien sur également le plan des conditions de travail du personnel qui y travaille tous les jours contre la mort. J'ai vu des choses que je ne peux pas rapporter ici, qui sont totalement inacceptables. Moi, c'est Cédou Kabore de Citoyen Mobile. Lors de votre allocution, Monsieur le Premier ministre, vous avez fait 4 revendications qui ont touché presque tous les ministères du Burkina. Vous avez dit que désormais, vous allez rester ferme. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous avez assez donné de la carotte à Bassalma Bazié et ses collaborateurs, qu'aujourd'hui, c'est le tour d'appliquer le bâton? Et vous avez parlé des projets de construction de routes, de CMA, d'écoles. Est-ce que l'argent est disponible? Et si oui, c'est combien? Ou bien vous comptez sur le PNDS? 931 milliards, ces chiffres émanent du ministre Barry, ministre des Affaires étrangères Barry, pour le PNDS. Est-ce que vous pensez qu'avec ces chiffres, aujourd'hui, avec les projets que vous avez, d'ici 2020, vous pourrez au moins remplir les projets que vous avez mis en œuvre? C'est que vous venez nous citer. Merci. Bon, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en conflit avec M. Bassalma. Je n'ai pas besoin de sortir un bâton pour l'attaquer. Non, ce qu'il y a, c'est que, comme je l'ai dit, la doctrine du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est une doctrine sociale, une doctrine de dialogue social. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est un choix réfléchi et assumé de faire le dialogue, avec la limite qui est d'assurer quand même et de préserver la viabilité du cadre macroéconomique du Burkina Faso. C'est ça vraiment la ligne rouge. En dehors de ça, nous discutons, nous échangeons. Alors, mes propos ne doivent pas être interprétés comme une volonté de sévir et d'utiliser la force. J'ai dit non pour des questions de principe. Ce n'est pas dans notre philosophie, ce n'est pas dans notre politique, ce n'est pas dans notre vision d'utiliser la force. Nous privilégions le dialogue social. Mais à l'intérieur du dialogue social, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Et ces limites-là, c'est bien entendu, je cesse de le répéter, c'est la viabilité de notre cadre macroéconomique de manière générale. Parce que c'est ça qui est l'intérêt général. Et à l'intérieur de ces limites également, il y a les principes d'équité et de justice entre tous les travailleurs burkinabés. On ne peut pas créer des distorsions selon les ministères, entre les ministères de la Santé, les ministères des Finances, les ministères de l'Éducation nationale. On ne peut pas créer des distorsions de droit entre les fonctionnaires. Il peut y avoir des spécificités dont on peut tenir compte, mais le rôle du gouvernement, mon rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait l'équité, la justice, et entre tous les travailleurs de Burkina Faso, qu'ils soient des ministères, donc, quels que soient les ministères sectoriels dans lesquels ils travaillent. Donc, il n'y a pas de difficulté. Nous allons continuer à dialoguer avec les limites qui sont les nôtres, avec les principes qui sont les nôtres. Dialogue social, mais préservation de la viabilité des cadres macroéconomiques et avec également la volonté de parvenir à faire en sorte que nos partenaires sociaux comprennent que lorsqu'il y a une grève, il faut que les grèves respectent les procédures légales d'une grève. Lorsqu'il y a une grève, il faut également que l'exigence de service minimum soit assurée. Imaginez que les agents qui assurent le fonctionnement de l'ONEA, par exemple, aillent en grève et qui décident, oui, parce que nous sommes en grève, hop, on coupe l'eau. Il n'y a plus d'eau jusqu'à ce qu'on satisfasse leurs revendications. Comment nous allons faire? Comment nous allons boire de l'eau? Voilà, c'est un problème. Imaginez que les agents de la Sonabel disent, bon, nous aussi, nous avons des revendications, tant qu'elles ne sont pas satisfaites, on coupe le courant dans le pays. Jusqu'à ce que, voilà.
jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Comment on va s'en sortir? C'est tout cela qu'il faut que l'on regarde. Nous sommes dans un pays civilisé, et il y a des règles qu'il faut établir, comme le président du FASO le disait. Si nous sortons en dehors de la légalité, si nous sortons en dehors des règles établies pour le fonctionnement de l'État, de la démocratie et des libertés syndicales, alors c'est comme si nous vivons en brousse. Et là, ça devient dangereux. Alors, pour le financement du PN2S, je voudrais rassurer Monsieur Kaboré, excusez-moi. Je voudrais vous rassurer, en fait, bon, les chiffres, il y a des chiffres qui circulent comme ça. Ce qui est important pour moi, c'est que, comme je l'ai dit, les partenaires officiels du Burkina Faso, les partenaires techniques et financiers et les acteurs privés ont pris des engagements à Paris. Hein, et comme je l'ai dit, nous sommes dans cette deuxième phase qui consiste à finaliser rapidement les dossiers de faisabilité des projets structurels pour les PN2S et à les présenter à nos partenaires techniques et financiers et à signer des accords de financement maintenant. C'est dans cette phase que nous sommes, aussi bien au niveau du secteur public qu'au niveau du secteur privé. C'est important. Et nous sommes dans cette phase d'opérationnalisation. Je voudrais que vous nous aidiez à faire un effort pédagogique en direction donc de nos compatriotes pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas une cagnotte qui est posée à Paris ou bien qui est posée dans un bureau du Premier ministre ou du Président ou de Madame le ministre des Finances et qui est là et ça n'existe pas. Les modalités de financement, vous concevez des projets, vous présentez aux partenaires techniques et financiers qui ont pris des engagements. Et une fois qu'il y a un accord sur un projet, c'est à ce moment que les modalités donc, de financement se mettent en place. C'est ça. Donc nous sommes dans cette phase-là. Donc il ne faut pas vous inquiéter pour le financement du PN2S. Madame la ministre des Finances est là. Elle court tous les jours le monde entier pour trouver de l'argent pour amener dans le pays. Donc je crois que vous n'avez pas à vous inquiéter. Voilà. Nakura Hassan de la télévision Burkina Info. J'ai juste une question relative à l'agriculture. Je sais qu'au début, vous avez promis de mettre en place une usine pas de production, mais comment on appelle, une usine de montage, non pas de transformation, de montage de machines agricoles. Où en est-on avec cette question? Dans le projet structurant du plan national de développement économique et social, il est prévu effectivement de créer une unité qui va monter des appareils qui vont permettre donc de mécaniser progressivement notre agriculture. Parce que pour augmenter la productivité et la compétitivité de notre agriculture, dans le PNDS, il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est les intrants, notamment les semences améliorées et les engrais. Il était question donc de créer une usine de fabrication d'engrais à base de phosphate. Et c'est en cours, les discussions sont en cours avec les partenaires privés qui sont concernés. Et le deuxième aspect, c'est effectivement la mécanisation de l'agriculture. Et la mécanisation de l'agriculture suppose également que nous puissions disposer de cette unité de montage de matériel, de mécanisation de l'agriculture. Et nous sommes en contact également avec des partenaires étrangers qui ont manifesté donc le souhait de venir investir au Burkina Faso dans ce secteur-là sous forme de partenariat public-privé. Les dossiers sont bien avancés et c'est des dossiers que nous suivons de très près. D'ailleurs, le samedi dernier, à la faveur du lancement de l'opération du PNGT à Manga avec le président du Faso, c'était une question que nous avons eu à évoquer sur la nécessité d'accélérer ces 2 dossiers-là, à savoir la question donc de l'usine de fabrication d'engrais et la question de l'usine de montage du matériel pour permettre à nos paysans de disposer de matériel agricole qui permet donc d'augmenter les rendements. Je voudrais que tous ceux qui sont ici présents comprennent l'importance de cela. L'agriculture burkinabé occupe 30% de la population. Mais l'une des faiblesses de notre agriculture, c'est la faiblesse des rendements. Pourquoi il y a la faiblesse des rendements? Les rendements sont faibles à cause donc du matériel que nous utilisons. C'est la main-d'œuvre. Et les rendements sont faibles parce que l'agriculture n'est pas mécanisée. Donc,
la question qui est posée est centrale. Pour augmenter la productivité de notre agriculture, pour augmenter sa compétitivité, il est vital que nous puissions arriver à réaliser ce projet de montage d'unités de fabrication de matériel agricole, également d'engrais pour pouvoir fertiliser les sols. Je peux vous assurer que c'est un dossier que je suis de très très près avec le ministère en charge de l'agriculture, et également je peux vous assurer que le président du FASO le suit et que nous avons identifié déjà des partenaires pour mettre en œuvre ce projet sous forme de PPP. Je suis Ignace Ismaël Nabolé de Burkina24.com, le média en ligne. Bon, ma première question est un peu prise par mon confrère. Ça concerne l'agriculture et notamment sa branche concernant l'exploitation familiale. Est-ce qu'au niveau de la mécanisation, cela est pris en compte? Ça, c'était ma première préoccupation. La seconde a trait aux populations chassées de Kunkunfuanou. C'est une localité située à 70 km de Farangourma. Elles ont été chassées le 16 juin 2015, sans site de relogement. Actuellement, elles errent un peu partout dans la ville, enfin, au Burkina Faso. D'autres ont quitté le pays. Le motif est que ces populations occupaient une zone réservée à l'agriculture, une zone pastorale plutôt. Mais le hic, c'est que depuis 2006, il y a une exploitation artisanale de l'or sur le site, le même site sur lequel on avait chassé ces mêmes populations. Et parfois, c'est du cyanure qui est utilisé. On chasse des populations parce qu'elles pratiquent l'agriculture sur un site pastoral. Au contrario, ce sont des orpailleurs qui viennent exploiter l'or depuis 2006. Voilà. Excusez, ces populations sont un peu délaissées. Elles se disent un peu oubliées par les autorités burkinabées. Est-ce que le Premier ministre a eu vent de cette situation à Kunkunfuanou? Est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises pour soulager un peu les problèmes de ces populations, vu qu'on les a chassées sans site de relogement? Merci. Ce que vous dites est extrêmement important. C'est vrai que l'or constitue aujourd'hui l'une de nos principales ressources d'exportation. C'est vrai également que le secteur minier contribue de manière puissante à la richesse nationale, mais cela n'est pas justifié que, sous prétexte d'exploiter de l'or, l'on en vienne donc à aliéner les droits des populations donc, résidentes et des populations autochtones. C'est une question que nous allons examiner. Je vais immédiatement demander un rapport au ministre en charge des mines et au ministre en charge de l'administration territoriale pour faire le point sur cette affaire qui me semble sérieuse. Nous devons également veiller à ce que, comme vous l'avez dit, les droits de tout le monde soient respectés sur le territoire national. Alors, s'agissant de la mécanisation familiale, vous avez raison, c'est ce que j'ai dit. Vous touchez là vraiment vous touchez au cœur du programme du PNDS. Parce que le PNDS vise à réaliser la transformation structurelle de notre économie nationale. Et comme je l'ai dit, l'agriculture et l'élevage occupent à peu près 80% de la population. 80% de la population et leur contribution à la production de richesses nationales, ça représente à peu près 30%. Et quand vous regardez les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs de productivité en économie, les indicateurs de productivité de l'agriculture et de l'élevage sont très faibles. Donc c'est pourquoi le gouvernement a placé au cœur du plan national de développement économique et social la nécessité d'augmenter les rendements agricoles. Mais l'augmentation des rendements agricoles, ça passe par la formation des acteurs. Ça passe par la disponibilité des intrants. Ça passe par également la mécanisation. Aussi bien des unités modernes que de la petite production paysanne, qui est la base de la production au Burkina Faso. C'est pourquoi la politique du gouvernement va consister à équiper nos paysans de matériel mécanisé. Ça peut être la traction attelée, ça peut être la mise à disposition d'engrais en quantité suffisante, parce que c'est important que tous les paysans puissent disposer d'engrais pour fertiliser le sol. Ça peut être également la mise à disposition suffisante de semences améliorées. Je donne un exemple. Est-ce que vous savez que
l'utilisation de semences améliorées seule permet d'augmenter de plus de 30% le rendement agricole. Ça, ce n'est que les semences améliorées. Si nous utilisons des semences améliorées de qualité, l'impact sur la productivité, c'est au moins de 30%. Ça, c'est non compris l'utilisation de la mécanisation. Non compris l'utilisation également des engrais. Donc, ça veut dire que si nous arrivons à opérationnaliser cette vision, cette politique du PNDS, l'impact sur notre agriculture sera considérable. Nous aurons réussi ainsi à augmenter de manière sensible la production nationale, non seulement donc à réaliser l'autosuffisance alimentaire, mais surtout à dégager les excédents nécessaires pour la transformation des produits agricoles en produits industriels. Les économistes appellent cela la création de chaînes de valeur. Il faut, à partir des produits agricoles et de la production et de l'élevage, arriver à créer des chaînes de valeur qui vont être la base de l'industrialisation de notre pays. C'est ça qui est au cœur du programme économique du président Roch Marc Christian Kaboré, et c'est ça qui est au cœur du PNDS, et c'est ce que nous faisons. Pour la transformation des produits agricoles, il y a un projet qui était en gestation, la transformation du coton au niveau local. Quelle est la situation au jour d'aujourd'hui? Le projet Tambao, il était question de relancer les activités. Est-ce qu'on peut nous dire, à la date d'aujourd'hui, quelque chose a été déjà fait? Sur le 11 décembre, nous sommes déjà au 6e mois de l'année. Est-ce que les choses avancent au rythme pour qu'on puisse tenir les festivités du 11 décembre à Gawa? La dernière question, c'est sur les attaques par les chenilles. C'est une actualité dans le sud-ouest. Est-ce que le Premier ministre est au courant? Qu'est-ce qui est déjà fait pour quand même barrer la route à ces chenilles légionnaires qui attaquent les plantes dans le sud-ouest? Merci. C'est une question qui est au cœur également de la vision du PNDS et de la vision du président du Faso, dans la mesure où le Burkina Faso, comme vous le savez, nous sommes premier producteur d'Afrique. Premier producteur d'Afrique en coton. Nous produisons, cette année nous avons produit 684 000 tonnes de coton. 684 000 tonnes de coton. Et nous sommes le premier producteur d'Afrique. Mais, il n'y a que 5 000 tonnes de coton qui soient transformées en filerie. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une situation que nous traînons depuis l'indépendance de notre pays. Et l'ambition du PNDS, c'est de faire en sorte que ce coton que nous produisons, et dont nous sommes fiers d'être les premiers producteurs d'Afrique, soit transformé sur notre sol national, sous forme de filerie, sous forme de tissu, sous forme de vêtements que nous importons, à grands frais de l'extérieur. Moi, je suis à Faso d'Anfani, peut-être pas vous, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il est vital pour nous d'arriver à faire ce que vous avez dit, à organiser la transformation structurelle de notre économie à partir d'une transformation plus importante du coton que nous produisons chez nous. Pourquoi nous produisons le coton et nous l'exportons de manière naturelle sans ajouter de la valeur ajoutée? C'est ça la question de fond. Je peux vous assurer que le gouvernement a pris cette question à bras le corps. Il y a une mission qui est allée d'ailleurs dans un pays voisin, pas dans un pays voisin, dans un pays d'Afrique, aller s'enquérir un peu de l'expérience que nous avons remarquée là-bas. C'est une expérience d'organisation justement de la transformation du coton en produit semi-fini ou en produit fini. Alors donc vraiment, le gouvernement est déterminé à mettre fin à cette situation-là. On ne peut pas être premier producteur de coton et continuer à perdurer ce système qui est un système qui est hérité de la colonisation. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. En tout cas, c'est ça qui est au cœur de l'ambition du PNDS et nous le ferons. Alors, Tambao, comme vous le savez, le dossier de Tambao a connu des péripéties. Depuis que nous sommes jeunes, chaque président qui arrivait disait « Ah, Tambao sera lancé le 1er janvier. Tambao sera lancé le 1er janvier de l'année suivante. » Parce que les espoirs de Burkina Faso reposaient sur Tambao. Bon, vous savez ce qui s'est passé avec cette affaire. Nous sommes actuellement en conflit avec l'entreprise qui avait été retenue pour
opérationnaliser l'exploitation de la mine de Tambao. Et donc nous sommes en contentieux judiciaire quasiment avec le groupe panafricain minéral, que vous connaissez, et le dossier suit son cours auprès des juridictions d'arbitrage, et je ne voudrais pas faire de commentaires à ce niveau-là. Sachez simplement que la position du gouvernement, c'est de défendre nos intérêts nationaux. Nous ne braderons pas nos intérêts nationaux. Nous sommes venus, nous avons géré, nous avons hérité de ce dossier qui a été géré par nos prédécesseurs, et notre politique consiste à faire en sorte que les intérêts nationaux du Burkina soient préservés. Alors, nous ne sommes pas à l'origine du dossier, mais nous l'avons pris à main et le dossier est en cours devant donc les juridictions d'arbitrage, et nous avons donc espoir que nous trouverons donc une solution qui préserve nos intérêts et que nous permettrons un jour enfin d'exploiter donc ces minerais donc de Tambao. En ce qui concerne les Gawa 2017, je peux vous assurer que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les infrastructures qui sont prévues pour la célébration de la fête nationale le 11 décembre 2017 à Gawa soient réalisées. Le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat revient d'ailleurs d'une mission donc, de suivi dans cette région. Il m'a fait son rapport. Les infrastructures évoluent selon le plan qui a été élaboré. Et nous sommes convaincus que nous pourrons respecter le chronogramme qui avait été arrêté et que toutes les infrastructures, aussi bien les infrastructures routières que les infrastructures, donc, que les bâtiments qui ont été prévus pour célébrer notre fête nationale, seront prêts à temps pour le 11 décembre 2017. Alors, en ce qui concerne les attaques par les chenilles, le ministre en charge de l'agriculture a fait un rapport au Conseil sur cette question. Et les mesures ont été prises au plan de la politique de son département pour pouvoir éradiquer cette attaque donc, de chenilles. Mais pour l'instant, le phénomène n'a pas encore pris une ampleur dramatique selon les informations qui nous sont parvenues, et la situation est sous contrôle par le ministère. Donc le ministre nous tiendra régulièrement informés de l'évolution de la situation. Hugues Richard Sama de l'Observateur. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a signé un accord sous le manteau avec les agents du Trésor. Qu'est-ce qu'il y a de si secret dans ce document pour que jusqu'à présent il ne soit pas encore rendu public, si je ne me trompe pas? L'actualité au Golfe, je parle des pays du Golfe, est marquée par la mise au banc du Qatar, par l'Arabie Saoudite et ses alliés. On sait que le Burkina entretient de bonnes relations avec Riyad comme avec Doha. Et il semblerait aussi que les Saoudiens soient dans une position de celui qui n'est pas avec moi et contre moi, ce qui explique que certains pays de la sous-région aient rappelé leur ambassadeur de Doha. Monsieur le Premier ministre, dans quel camp se place le Burkina? Bon, en ce qui concerne la grève du syndicat autonome de travailleurs du Trésor, ce que je peux dire, c'est que c'était une grève difficile, compte tenu de l'importance de l'administration du Trésor dans le dispositif de fonctionnement de l'État. Tout le monde le sait, tout le monde a été pénalisé. Les opérateurs économiques, l'État, et c'était quelque chose de très difficile. Alors, le protocole d'accord que nous avons signé avec ce syndicat respecte les intérêts de l'État. Je peux vous assurer que la démarche que nous adoptons chaque fois qu'il y a des revendications est la même. Lorsque les agents du ministère des Finances, le SINAFI, le syndicat est parti en grève, c'est la même démarche que nous avons observée. Lorsque le SNAID, les agents de la Direction générale des impôts sont partis en grève, c'est la même démarche que nous avons observée. Et c'est la même démarche que nous avons observée également lorsque les agents des SATB sont partis en grève. C'est la même démarche. Ce que nous faisons simplement, c'est que nous analysons la plateforme revendicative des syndicats. Et sur la base de l'analyse que nous faisons, nous regardons qu'est-ce qui est compatible avec deux critères. Les premiers critères, c'est d'abord la cohérence d'ensemble des conditions de traitement des agents de l'État. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère que nous regardons, c'est bien entendu tous les avantages financiers que nous pouvons accorder et doivent
doivent être chiffrés et doivent s'accorder également avec l'exigence de viabilité du cadre macroéconomique du pays. Comme vous le savez, nous avons de très bonnes relations avec le Fonds monétaire international et avec les partenaires techniques de manière générale qui respectent le sérieux de la gestion budgétaire du Burkina Faso. Tout dernièrement, le Burkina Faso a été honoré puisque l'agence de notation Standard & Poor's a noté le Burkina Faso, je crois que c'est le 26 mai, a upgradé, a amélioré la note d'ensemble du Burkina Faso qui est passée de B- à B. Ça veut dire que la situation économique et les perspectives macroéconomiques du Burkina Faso s'améliorent. Nous sommes également, c'est le ministre des Finances qui pilote le dossier, en relation avec le Fonds monétaire international pour renégocier un nouveau programme avec de nouveaux objectifs et qui vont crédibiliser également la viabilité des cadres macroéconomiques. Donc, c'est pour dire que tous les accords que nous passons avec les syndicats sont bordés par un certain nombre de principes. Des principes budgétaires de bonne gestion et également des principes de cohérence des conditions de traitement des agents du secteur public et des fonctionnaires de manière générale. Rien ne sort de cela. Donc, vraiment, je pense que lorsque j'entends qu'il y a eu peut-être des accords secrets, bon, vraiment, je voudrais vous dire, je voudrais vous rassurer. Des accords secrets, sous mon gouvernement, ça n'existera pas. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a pas d'accord secret. Tout est transparent. Et tout est fait sur la base, l'axe principal par lequel nous analysons ces questions de revendication salariale, c'est l'intérêt de l'État et des Burkinabés. C'est tout. Il n'y en a pas et il n'y aura jamais d'accord secret avec qui que ce soit. C'est contraire à ma vision des choses, à l'éthique par rapport à laquelle le président du Faso gère ce pays. Comment voulez-vous que nous ayons signé des accords secrets pour accorder des avantages à des catégories professionnelles? Ce n'est pas possible. Je peux vous rassurer. Vraiment, il faut... S'il y avait un doute encore dans votre esprit, il faut l'enlever. C'est impossible. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais tant que nous serons en responsabilité. C'est contraire à nos valeurs. C'est contraire à notre éthique de responsabilité. Pour la question du Qatar, je voudrais vous dire simplement que c'est une question de politique étrangère. Et les questions de politique étrangère, c'est le domaine réservé du président du Faso. Le Premier ministre n'est pas habilité à commenter les décisions de politique étrangère. Lorsque vous avez rencontré le président du Faso, posez-lui la question. Je m'appelle Aboubakar Sagnon, je suis journaliste à la RTB. Alors, certaines de mes questions ont déjà été prises en compte, mais j'en ai quelques-unes quand même. Alors, vous avez parlé d'impact considérable de tout ce qu'il y a eu comme mouvement sociaux au Burkina Faso. Est-ce que cela va avoir un impact sur les prévisions de croissance pour 2017? Alors, deuxième préoccupation, il s'agit du barrage de Samandeni, dont la mise en eau est prévue cette année. Est-ce que les délais à ce niveau seront respectés pour que le barrage soit opérationnel cette année? Et enfin, il y a eu, côté sécurité, une série d'assassinats ciblés dans le nord du Burkina Faso. Comment vous réagissez donc à cette série d'assassinats et est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour plus de sécurité des populations de cette partie du pays? Merci. Bon. Depuis le 1er janvier 2017, nous avons commencé l'année avec déjà la grève du Sinafi. 40 jours de grève. Sinafi, finance, 40 jours. Ensuite, dès qu'ils ont arrêté, hop, c'est le SNAID, les impôts qu'on peut le relais. Je crois que c'était 15 jours ou 3 semaines. 3 semaines 3 semaines de grève. Et je me souviens bien, le recouvrement fiscal au titre du premier trimestre
s'en est fortement ressenti. Puisqu'on avait des objectifs de recouvrement pour le premier trimestre 2017. Il s'en est ressenti puisque les gens n'ont pas travaillé. Bon. Ensuite, dès qu'ils ont arrêté, hop, c'est les STB qui prend le relais. Je crois que ça a dû faire 15 jours ou 3 semaines également de grève, avec le blocage des règlements des factures publiques. Voilà. Et oui, toute l'administration était bloquée pendant cette semaine. Et les hommes d'affaires, oui, le commerce était bloqué, l'administration était bloquée partout. Et ça, comment ça peut ne pas avoir de conséquences sur l'activité économique et sur la croissance? Chaque jour de sit-in, chaque jour de grève, c'est des jours de travail en moins. Et chaque jour de travail en moins, on manque l'occasion de créer de la richesse. On manque l'occasion de créer de la valeur ajoutée. Or, la création de richesse, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, c'est l'accumulation de la valeur ajoutée au cours d'une période ou de l'année. Si on ne crée pas de richesse, c'est perdu. C'est perdu. La seule façon de rattraper le temps perdu, c'est de se remobiliser autour du PNDS pour travailler, pour augmenter la ponctualité au travail, augmenter l'assiduité au travail, augmenter la productivité au travail. C'est ça seulement qui peut nous permettre de rattraper le temps perdu. Mais le temps perdu, les points de croissance perdus, à travers tous ces jours-là, c'est difficile. C'est incontestable que ça affecte les performances de l'économie nationale au cours de l'année. Maintenant, la situation n'est pas perdue. Il faut que, de manière responsable, nous parlions pour mettre les choses au point et surtout qu'il y ait une prise de conscience que la mise en œuvre réussie du PNDS, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. C'est l'intérêt national qui le commande. C'est une affaire patriotique. Il faut que la ponctualité, l'assiduité, les délais de traitement des dossiers dans les ministères soient améliorés. C'est à ce prix-là que nous allons pouvoir rattraper, dépasser même le temps qui a été perdu et le point de croissance qui a été perdu à travers les grèves. Alors, la croissance qui était prévue pour 2017, il me semble qu'on avait prévu un taux de croissance du PIB de 7,8% pour 2017. 7,8%, voilà, pour 2017. Vous savez que durant le PNDS, nous avons prévu que le taux de croissance moyen du produit intérieur brut varierait entre 7,7% et 8%. Donc pour 2017, on avait prévu 7,8%, mais il est possible que les mouvements que nous avons connus aient un impact négatif sur la croissance en 2017, sous réserve bien entendu qu'il y ait ce sursaut auquel j'appelle le jeune burkinabé et qu'il y ait donc cette reprise en main et qu'il y ait cette remobilisation de tout le monde autour de la réalisation du PNDS pour que nous puissions, à travers ce que j'ai dit, la ponctualité au travail, l'assiduité au travail, les délais de traitement de dossiers, etc., arriver à réaliser des performances meilleures, à rattraper et à dépasser les performances qu'on avait prévues. Alors, Samandeni, nous sommes allés à Samandeni il y a quelques mois et en fin juin, l'état d'évolution des travaux que j'ai constaté permet de dire que la digue du barrage sera totalement fermée en fin juin. C'est déjà fermé d'ailleurs, voilà. Le ministre est là, il me confirme que la digue est déjà fermée. Ça veut dire que la digue qui concrétise vraiment la construction du barrage est achevée. Il reste maintenant à faire ce qu'on appelle la mise en eau. Et il y a un certain nombre d'appareils qui ont été convoqués, qui ont été commandés à l'étranger
qui sont en train d'arriver. Et lorsque ces appareils seront installés, on fera ce qu'on appelle la mise en eau. Et la mise en eau pourra intervenir, je pense, dans 2 semaines, en juillet. Je crois que c'est un événement important. Et le ministre, moi-même, peut-être le président de Faso, on se rendra sur les lieux pour vraiment saluer voilà, la réalisation de cet ouvrage important pour le développement des pôles de croissance au Burkina Faso. Parce que comme vous le savez, le barrage de Samandeni a vocation à constituer un autre pôle de croissance, comme le pôle de croissance donc, de Bagré, et peut-être également comme, comme le Sourou. Étant donné que c'est le même plan d'eau qui part de Samandeni, qui monte jusqu'à la vallée de Sourou, et ensuite qui redescend. Et il est important que nous puissions valoriser ce qui a été prévu donc, à Samandeni pour en faire un véritable agropôle. En faire un agropôle, un pôle de croissance, et réaliser donc les investissements qui sont prévus, aussi bien au niveau de la production, puisque ce qui est prévu à Samandeni, c'est le même concept que ce qui est prévu à Bagré. Produire sur place, transformer sur place et commercialiser sur place. Entre Samandeni et la vallée de Sourou, on a un potentiel de 31 000 hectares de terres aménagées. 31 000 hectares, c'est colossal. Aujourd'hui, à la vallée de Sourou, on a exploité combien? Je pense qu'on a exploité à peine 5 000 hectares. Donc, la Samandeni viendra compléter et booster nos capacités donc, de production en matière de céréales, en matière donc également de transformation de produits agricoles et de commercialisation donc, de produits agricoles. Je pense que c'est un effort du gouvernement qu'il faudra saluer et nous ne manquerons pas d'aller en son temps aller constater donc la mise en eau de ce barrage, qui est un important ouvrage pour notre économie nationale. Alors, les assassinats ciblés, oui, nous avons noté effectivement qu'il y a eu un certain nombre d'événements malheureux. Dans la région de Soum, il y a eu effectivement des morts d'hommes. Alors, les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de ces assassinats et de ces morts d'hommes, parce que il faut que ces enquêtes prouvent effectivement qu'il y a un lien avéré entre ces assassinats et la guerre, enfin, la lutte que nous menons dans le nord de notre pays contre le terrorisme. Et il faut que ces enquêtes vraiment prouvent que c'est le cas. Et si c'était le cas, certainement que les forces de défense et de sécurité prenons leurs dispositions pour assurer la sécurité des Burkinabés, où qu'ils soient. Et spécialement donc, dans cette zone de notre pays qui est menacée donc, par le terrorisme. Donc c'est un dossier que nous suivons, mais pour l'instant, les enquêtes sont en cours pour déterminer de manière évidente quelles sont les causes réelles de ces événements. Et en tout cas, s'ils avaient un rapport avec le terrorisme, soyez sûr que le gouvernement ne manquera pas de prendre en compte cela également dans sa stratégie globale de riposte à la guerre qui nous est imposée dans le nord de notre pays. Voilà, Excellence, je crois que c'était le dernier intervenant. Nous allons, avec votre permission, vous laisser la parole pour votre mot de fin. Avant de terminer cette rencontre, vous remercier toutes et tous d'être venus ici nombreux, échanger sur des sujets d'intérêt national qui sont divers et variés, mais qui témoignent de l'attachement de nous tous à l'avenir de notre pays. Nous avons échangé sur des questions de sécurité, des questions de production, des questions, donc, des questions qui sont liées à la paix sociale, etc., etc. Les échanges nous ont permis de constater qu'il est nécessaire aujourd'hui au Burkina Faso qu'il y ait un sursaut, qu'il y ait une prise de conscience que ce qui est en jeu au Burkina Faso aujourd'hui, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est d'assurer la sécurité des Burkinabés. C'est de faire en sorte que le Burkina Faso soit un pays en chantier. Et pour que les pays soient en chantier, il faut que les Burkinabés se mettent au travail. Et au-delà donc des revendications catégorielles qui sont légitimes, et au-delà donc des problèmes
que nous rencontrons par-ci par-là dans nos différentes administrations, il est important que l'on ne perde pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment d'unir nos efforts pour construire quelque chose pour notre pays. Et les revendications sont légitimes, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est la mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social, qui est notre boussole, qui est notre référentiel. Alors, ceux qui en doutent, j'espère que vous n'en doutez pas, vous n'êtes pas zimbabwéen, ni gaulois. Non, il ne faut pas douter donc, du PNDS, parce que la manière dont le PNDS a été conçu, le Burkina Faso a reçu les félicitations des partenaires techniques et financiers sur la pertinence du diagnostic et également la pertinence des solutions qui sont proposées à travers le PNDS pour sortir le Burkina Faso de la pauvreté. Aussi bien les partenaires techniques et financiers relevant des institutions de Bretton Woods que les autres. Alors c'est pour dire que ce qui me semble important aujourd'hui, c'est qu'il y ait un sursaut patriotique, qu'il y ait une sorte de rassemblement sacré autour de cette nécessité de nous rassembler au-delà de nos divergences, au-delà de nos différences, qui font la richesse de notre pays également, pour essayer de construire quelque chose, pour essayer de créer de la richesse, pour mettre fin à la pauvreté, pour léguer aux générations futures un Burkina Faso beaucoup plus prospère, pour léguer aux générations futures une société apaisée, une société de progrès, une société de justice, et également une société de solidarité. Donc je voudrais dire ma satisfaction pour les échanges que nous avons eus ce matin et souhaiter que chaque fois que cela sera nécessaire, que nous puissions encore nous rencontrer pour échanger sur des sujets d'intérêt national. Alors je vous remercie encore une fois et je souhaite une bonne journée à tous et surtout bon courage à ceux qui sont encore dans la période du jeûne. Je vous remercie.